Et il y a des gens ici qui lisent aussi le journal? Non. Ou qui lisent les nouvelles, on va dire. Il y a quelque chose que vous étiez remarqué sur le thème d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui était dans les journaux? On a entendu que le prince Laurent il a un nouveau fils, apparemment, que géopolitiquement ça va pas trop, qu'il y a quelques génocides en route. Mais est-ce que sur l'écologie, pardon, on parle de rien? C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment devenu à l'arrière-plan de toutes les nouvelles. Et est-ce que selon vous c'est une bonne chose? Non. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une bonne chose. Maintenant, il y a beaucoup de misère dans le monde, beaucoup de choses qui sont très importantes et c'est important d'en parler. Peut-être pas le nouveau fils de Laurent, mais sur l'écologie, il y a aussi des choses à dire. Et donc, c'est un peu aujourd'hui pour ça qu'on organise ce séminaire. C'est pour voir comment, dans notre lutte syndicale, parce qu'on est tous des militants, tous des délégués, comment et pourquoi on doit parler de l'écologie. Quand on parle d'écologie, c'est quoi le premier mot qui vous venait en tête? Sanction. Sanction. Oh. Autre thème, parce que l'écologie, c'est un peu plus large, mais on parle souvent de le réchauffement climatique. Donc, on doit parler du climat. Et qu'est-ce qui se passe avec le climat pour le moment? Ça réchauffe. Et qu'est-ce que ça implique? C'est quoi, quand le climat réchauffe, qu'est-ce qu'on pense toujours que... L'écosystème, c'est déjà un peu... C'est très bien, mais donc, on voit... Là, c'est un peu les températures moyennes du monde entier. On voit que petit à petit, ça commence à monter. Donc, le climat chauffe. Qu'est-ce que ça a comme impact direct, très visuel? C'est que les grands plaines vastes arctiques et antarctiques sont en train de se former. L'océan se chauffe. De l'eau chaude, ça prend plus de place que de l'eau froide. Qu'est-ce que ça fait? La mer qui monte. Ici, ça c'est un peu, donc cette statistique-là, je ne sais pas de montrer très bien, c'est un peu la augmentation de la mer mondiale ou des océans mondiaux depuis les années 95. Donc là, on est quasi à 100 millimètres, donc ouais, on n'est encore pas, c'est presque 10 centimètres d'augmentation. On peut dire que chaque année, il y a un peu moins qu'un mi-centimètre que ça augmente, la mer. Qu'est-ce que ça pourrait avoir un impact ici, 2100, et que même en Belgique, il y aura les côtes qui seront totalement inondées. Qu'est-ce que ça veut dire pour Bruxelles? Que tous ces Flamands doivent venir ici. Donc ça a un impact direct sur notre lieu. C'est quoi qui fait chauffer le climat? Gaz à effet de serre, c'est ça. C'est des gaz à effet de serre. Qui connaît le plus important gaz à effet de serre? C'est le CO2. Est-ce que c'est le seul? Non. Il y a d'autres aussi. Maintenant, on voit que depuis 2090, tous les gaz à effet de serre sont en augmentation. Il n'y a pas un qui diminue. On a le CO2, ça c'est surtout de brûler des énergies fossiles. On a le méthane. Le méthane, c'est des gaz à effet de serre qui sortent quand on fertilise le sol. On a du métaux oxydes, je pense que c'est le gaz que les gens prennent pour les rigoler. Le lachgas, on dit en néerlandais. C'est aussi dans les fertilisateurs du sol. Et puis le fluorine gaz, c'est les gaz qui sont dans les compresseurs de réfrigérateurs et des pompes à chaleur, tout cela. Tout ça augmente, tout ça fait qu'on a un effet de serre sur notre Terre et donc la température augmente. Ça fait réchauffer le climat, ça fait augmenter la mer, ça fait énormément de dégâts. Mais est-ce que c'est le seul problème écologique lorsqu'on parle de l'écologie? Non. Il y a d'autres problèmes aussi. Est-ce qu'on pourrait voir comme autre problème écologique? Déforestation, oui, très bien, je ne mets pas une photo de déforestation. Mais donc, il y a Canadadoc, qui est un ASBL bruxellois, qui en 2023 a fait une matinée de récolte de déchets dans notre canal et ils ont regardé d'où viennent toutes les pollutions qui sont là-dedans. Donc, on parle souvent de la soupe plastique, de plastique soupe, les îles dans les océans Pacifiques qui comprend la moitié de l'Europe en plastique, mais même dans notre Bruxelles, on a des polluants plastiques dans notre un peu d'eau qu'on a ouvert. On voit que Colruyt, c'est le plus grand pollueur apparemment.
dans notre canal. C'est des bouteilles de boissons probablement, mais donc on voit que même dans notre canal, il y a des déchets plastiques. Il y a qui a déjà entendu le PFAS? C'est c'est quelque chose, c'est un forever chemical, c'est un chimical qui est éternel. C'est éternel et c'est bien pour la santé? Non, c'est un perturbateur anticroyant, endocriniens, hormones verstoordend. Et c'est probablement aussi cancérigène. Donc ça se trouve aussi un peu dans beaucoup de choses, même maintenant si on mange des œufs, des poules qui ont juste été en air libre, qu'on peut imaginer, il y a des PFAS qui sont dedans et on doit faire gaffe. On perd la biodiversité, j'entendais la déforestation. Déforestation, c'est très visible, mais même à Bruxelles, même en Belgique, on perd de forêt, bien sûr, mais on perd beaucoup d'espèces aussi, beaucoup d'insectes, beaucoup de choses que connaît très peu. Donc, il y a moins de biodiversité. Qui connaît ce petit bête sympa-là? Un frelon asiatique. Est-ce que c'est... Oui, c'est dans son nom, ça vient pas d'ici. Et c'est une espèce exotique, envahissante, qui tue les abeilles et qui fait quelque part une menace quand même, pas que pour les abeilles, aussi pour les papillons, aussi pour les papillons de nuit, des autres pollinisateurs. Les abeilles, c'est très, tout le monde trouve que c'est très sympa, mais en fait, les frelons asiatiques attaquent tous les insectes, doivent nourrir leurs bébés. Je parle de faute à l'individu du frelon, mais ils sont quand même pas si sympas. Et qui connaît ce quartier? Il y a, c'est publié en 2022. C'était Curieusement, c'était un exercice de recherche de qualité d'air à Bruxelles. Et donc, pendant un mois, tous les citoyens bruxellois avaient mis une sorte de tube de polluants d'air à leur façade. Il y en avait quelques milliers qui ont fait. Et donc, on a pu regarder la pollution de l'air à Bruxelles et donc faire vraiment un mapping, une carte très précise sur cela. Et donc, ça aussi, c'est pas vraiment la réchauffement type, mais c'est quand même des effets de l'écologie ou d'une destruction de l'écologie. Il y a des effets directs à Bruxelles. Tout ça, c'est pas très joyeux, mais pourquoi nous? Qu'est-ce que nous, le FGTB, le syndicat, pourquoi ça nous intéresse? Tu l'as compté, oui, c'est notre planète, c'est notre lieu de vivre, je suis d'accord, mais syndicalement, est-ce qu'il y a quelque part un lien direct qu'on pourrait avoir? Littéralement ensemble, on peut faire un peu. Certains. C'est vrai, tu as tout à fait raison, mais c'est même plus primaire, syndicat, on est des travailleurs. Et qu'est-ce qui est menacé quand on menace la planète, notre écosystème, notre climat? C'est nos emplois. Il y a Sharon Burrows, qui c'était l'ancien secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats, qui avait le slogan « There are no jobs on a dead planet ». Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Et donc, en grand, elle essaie de quelque part résumer pourquoi les syndicats doivent aussi s'intéresser à un environnement sain, à un climat qui n'est pas entièrement déréglé, et aussi, quelque part, un intérêt pour nous tous, des militants des syndicats, dans cette question. Et c'est vraiment en question des emplois. On a le ILO, l'ONT, l'Organisation mondiale du travail, qui a un peu, on parle bien sûr sur le niveau planétaire, mais qui a un peu mesuré quels sont les impacts directs. On peut dire que sur la planète, plus que 1 milliard des boulots sont directement liés avec l'environnement, avec la nature, si on peut le dire. En 2030, ils estiment qu'on va avoir perdu 72 millions des équivalents temps plein en boulot juste par le fait que les températures sont trop hautes. Donc, juste une partie de la réchauffement climatique. C'est 2% de la main-d'œuvre mondiale. Donc, on peut dire que 2% de notre travail va diminuer d'ici 2030 juste parce qu'il fait trop chaud. Il y a presque 25 millions des années de vie de travail qui sont perdues déjà aujourd'hui avec des désastres naturels qui sont liés avec les réchauffements climatiques. Et ça, on va parler un peu plus aussi que tout ce dérèglement d'écosystèmes, tout ce réchauffement climatique aggrave toutes les inégalités qui existent déjà. C'est un facteur qui aggrave les inégalités hommes-femmes, qui aggrave la discrimination, qui aggrave les personnes qui ont des difficultés sur le marché d'emploi.
pas très joyeux. Ça, il y a aussi des opportunités en combattant le réchauffement climatique et les opportunités pour le boulot. Si on regarde dans les derniers, ou entre 2016 et 2024, quels sont les équivalents ou l'agrandissement des nombres d'équivalents temps plein dans deux secteurs, le secteur du fossile et le secteur de l'énergie renouvelable, dans ce pays-là, ces pays qui sont très forts en énergie, en fossile et en énergie, on voit qu'en global, il y a plus d'emplois qui sont créés dans l'énergie renouvelable qu'il y en a perdu dans l'industrie qui fait du fossile. Et il y a aussi l'ONT qui a même un peu fait une projection si on fait rien, ou le comparer, si on fait rien pour le climat et on fait quelque part qu'est-ce qu'on a promis maintenant dans les agreements, dans les accords internationaux, on va perdre bien sûr quelques pourcentages d'emplois dans le secteur de minière, un peu dans la fabrication, mais on va gagner beaucoup plus dans l'énergie renouvelable, dans le traitement de déchets, même dans le nucléaire et un peu dans le fossile, parce qu'on va quand même devoir aussi repenser toute l'énergie fossile là-dedans aussi. Donc c'est une question de boulot principalement pour nous. Combattre le réchauffement climatique, assurer une planète qui est viable, c'est quelque chose de très fort lié avec la question d'avoir des emplois. C'est aussi une question de solidarité. Historiquement, c'est quoi? Quels sont les pays qui ont pollué le plus? États-Unis, surtout Europe. La Chine, c'est un qui pollue surtout maintenant, mais qui historiquement n'a pas vraiment pollué. Et donc, comme souvent, c'est les pays qui ont pollué le plus qui ont déjà fait tout le mal dans l'histoire aussi. C'est les pays qui ont été colonialistes, c'est les pays qui sont pour le moment en train de saccager le reste du monde entier, les États-Unis. Nous, historiquement, c'est nous qui avons pollué, et maintenant, on n'a pas vraiment une belle histoire dans la solidarité internationale. Et donc, la question de l'écologie pourrait être parallèle avec toutes ces autres questions. Et même si on regarde juste au niveau financier, donc là je parle, c'est des statistiques PIB, donc la production interne brute d'un pays, on peut voir selon des différents scénarios combien de PIB un pays va perdre, ou une région va perdre. Et on va, parce qu'il y a de différents niveaux, on va parler après, mais il y a différents niveaux de réchauffement climatique, donc pour le moment, alors, l'idée d'arriver en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique, pour le moment, on est plutôt en route de passer vers 2,8. Donc, si maintenant on exécute tout ce qu'on a promis, on projette qu'on va arriver à une augmentation de 2,8 degrés d'augmentation. Mais ça, c'est autre chose. Mais donc, si on arrive à arriver en dessous de 2 degrés, l'Europe va perdre un petit peu moins de 3% de son PIB. C'est déjà une perte. Si on regarde les autres régions dans le monde, si on regarde par exemple l'Afrique, ils vont perdre presque 5%. On parle d'un facteur de 2. Si on fait moins de qu'est-ce qu'on doit faire, et on ne fait pas suffisamment de mesures, donc le réchauffement climatique ou le climat va chauffer plus, on arrive à Europe à une perte de 7%, un peu plus de 7%. Allez, l'Afrique, ouais, bien le double. Si on arrive à 2,6, l'Europe 8%, pas énormément de différence. Afrique, 20% de moins de PIB. Et donc, le plus pire que ça va avec le climat, le plus grand les écarts dans le monde seront aussi. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas tous ensemble l'effort, ça va être encore les régions qui sont le plus précarisées, qui vont avoir économiquement, même pas en c'est toujours lié, mais surtout économiquement, avoir le plus des impacts aussi. Donc, comme souvent les histoires ou souvent les débats ici ne sont pas très joyeux, celui n'est pas non plus. C'est une question de solidarité internationale. C'est important qu'on fait les efforts aussi pour l'Europe, mais pour le monde entier. Et si on ne le fait pas, le monde entier va souffrir encore plus que nous. Mais on ne doit même pas regarder si loin. Même à Bruxelles, on pourrait avoir un esprit solidaire pour limiter un peu le réchauffement climatique. Cette carte-là, c'est la carte les zones fraîches et les zones chaudes à Bruxelles. Quand il fait chaud,
En environnement urbain, tu as le concept de îlot de chaleur. Je veux dire que des zones urbaines où le chaleur ne peut pas sortir. Quand il y a beaucoup de béton, très peu des arbres, peu d'eau ouverte, à ce moment, le chaleur ne sait pas s'évacuer et donc la température peut être encore plus chaude, encore plus mauvais pour la santé. Et si on regarde sur la carte de Bruxelles, c'est quoi les communes qui sont le plus touchées quand il fait chaud? C'est les Uccle et les Woluwe? Non, c'est surtout les quartiers qu'on connaît qui sont le plus précaires et qui, donc, quand il fait chaud, sont encore plus inviables. Et ils vont encore plus souffrir de ces chaleurs. Donc, si on doit combattre le réchauffement climatique pour éviter des canicules à l'infini, c'est aussi pour avoir une solidarité intra-Bruxelles en disant ben, que les gens qui habitent dans les quartiers oh, plus denses, plus urbanisés, ne doivent pas souffrir encore plus. Et c'est même pas parce que réchauffement climatique, on parle de la chaleur, mais qu'est-ce qui a un autre effet très important? Il continue à pleuvoir. C'est juste quand il pleut plus fort, beaucoup, très intense. Et c'est quoi les zones les plus inondables à Bruxelles? C'est les mêmes. Donc les mêmes quartiers qui souffrent des îlots de chaleur souffrent aussi de les risques d'inondation. Donc, essayer d'éviter des fortes pluies, essayer d'éviter des inondations, c'est une question de solidarité entre Bruxelles aussi. Donc, c'est une question de solidarité, de combattre. Et solidarité, c'est notre ADN de syndicaliste. Donc, c'est quand même très important. C'est aussi pur et dur une question de faire des économies. Ne rien faire coûte plus que de faire. Ici, on a un graphique qui explique un peu. Maintenant, les montants sont immenses. Le scénario de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, qui est assez fou, sont estimés à faire financièrement donc, 266 000 milliards de dollars d'investissement. Donc, 266 000 milliards. C'est énorme comme investissement. Et donc, à ce moment, si on fait ça, on n'aurait qu'en perte économique 1 million de milliards. C'est grand comme chiffre, mais donc on limite la casse à que 1 million de milliards de pertes économiques en dollars. Si on fait rien, si on fait business as usual, on perd plus que 2,3 millions de milliards de dollars en pertes économiques. C'est des grands chiffres, ça veut très te dire, mais en fait, ça veut beaucoup dire. Ça veut dire que si on combat le réchauffement climatique, si on prend les mesures qui sont hyper coûteuses, parce que c'est vraiment très coûteux, c'est énormément d'argent, c'est plus économique de le faire, de ne pas le faire, parce qu'on va perdre beaucoup plus si on ne le fait pas. Et ça, c'est que question financière. C'est même pas question de solidarité, pas question de santé, pas question de vouloir pouvoir encore voir des papillons. Et c'est aussi une question de 0,1 degré. On a déjà vu que si on augmente à 1,5, si on augmente à 2, 3, 4, mais chaque limitation qu'on peut faire, chaque 0,1 degré de réchauffement climatique qu'on sait diminuer l'avenir, a un impact énorme. C'est un peu petit. Je vais peut-être essayer d'agrandir. Ah ouais. Donc ici, c'est les différents scénarios. Donc si on augmente à 1,5, 2, 3, 4, pour le moment, donc si on effectue tout ce qu'on a promis, qui est déjà un effort énorme, on arrive quelque part ici, un peu plus que 2,5, je dirais. Donc on arrive à des températures mondiales qui sont, ouais, si on arrive ici, qui sont quand même assez fous. Si on regarde sur la sécheresse du sol, qui quelque part veut un peu dire l'évaporation qui va trop vite et donc l'eau qui ne peut plus pénétrer, très mauvais pour la récolte. On arrive aussi à déjà à des scénarios qui sont très, très, très moches. Et on avait dit, les précipitations, donc c'est un peu la pluie forte, augmente aussi. Donc on aura plus chaud et plus de pluie, mais très intense. Quel effet ça a? Et ça, c'est très problème. Ici, on parle de combien d'espèces vont disparaître si on arrive dans ce scénario. On parle de 1% à 100%. Si on est là,
Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie possible dans ces endroits-là. Que les contextes de vie ne perdaient pas de vie. Pour le moment, on n'est pas encore là. Bon, on est à un point quelque chose pour le moment. Mais donc, si on arrive à proche de 3, on voit ces zones qui sont là. Donc, il y aura des énormes endroits dans le monde où il n'y aura plus de vie possible. Pas d'animaux, surtout pas d'humains. Donc, c'est quelque part pas très joyeux pour voir. Donc, et on a tout intérêt de ne pas arriver là et d'arriver le plus possible vers là. Donc, c'est vraiment une question de chaque virgule qu'on sait avancer, on doit l'avancer. On a ici la même chose, c'est combien de jours par année que le corps humain n'arrive plus à se refroidir. Donc, ça veut dire que quand l'humidité est trop forte et la chaleur est trop haute, le corps humain, pour se refroidir, on transpire. Mais si l'humidité dans l'air est trop forte, la transpiration, ça ne sert à plus rien parce qu'on n'arrive plus à évaporer. Il y a déjà des endroits actuellement où il y a quelques jours par année où c'est comme ça. On parle de l'Inde, où il y a des jours que si tu as un problème de santé et tu n'es pas dans un endroit climatisé, tu pourrais mourir de heat stress, de stress de chaleur, parce que ton corps ne sait plus physiquement se refroidir. Si on arrive à des scénarios de pire en pire, tu vois les endroits où tu as des plus que 300 jours par année où ça serait plus possible pour un humain de refroidir son corps naturellement. Donc, c'est vivre dans des zones air conditionnées ou pas. Le monde va aller très mal si on arrive dans les 4 degrés de réchauffement climatique. Même chose pour la nourriture, la récolte de nourriture. Je vais essayer de descendre un peu. Donc ici, c'est un peu les impacts que ça pourrait avoir sur les récoltes de maïs et de poissons. Ils ont juste pris le maïs parce que c'est un des plantes qui est poussé un peu partout dans le monde. Et donc, il y a des endroits où ça serait de moins en moins possible de cultiver quelque chose mangeable de grande quantité. Pour les poissons, la même chose. Petite nuance chez les poissons, vu que l'Arctique va fondre, il y aura des endroits où on va gagner. On pourrait pêcher plus dans le pôle Nord que pour le moment, qui est un peu logique. Les poissons, on va perdre aux côtés de l'équateur, mais on pourrait repêcher un peu au Nord Pôle. Mieux, c'est de ne pas arriver là. Mais c'est donc comme ça. Donc, c'est vraiment une question d'essayer de limiter... d'essayer de limiter le réchauffement avec chaque effort qu'on fait. Parce que chaque virgule de degré est quelque part un moins pire scénario qu'après. C'est un plateau comme ça, un graphe comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est aussi une question de santé. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça apporte? On a déjà parlé des îlots de chaleur. Qui souffrent le plus de la chaleur? C'est les gens avec un santé un peu moins bon, c'est les jeunes, c'est les vieux, les personnes avec des problèmes de santé. Donc, c'est une question de santé. Qui a déjà vu cette moustique-là? Un tigre, oui. C'est un peu comme le frelon, il ne vient pas d'ici, c'est quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui est dangereux avec cette moustique? Ouais. C'est ça, il y a le dengue et tout ça qui est apporté. Donc, une question de santé que si on protège l'écologie, on protège aussi un peu notre santé à nous. Il y a l'autre photo là d'un tic. Le tic, c'est le truc qui est dans l'herbe que les enfants ont souvent. Il y a la maladie de Lyme qui est là, mais maintenant aussi l'infection neuronale qui pourrait arriver. C'est toutes des choses nouvelles qui sont apportées par des tiques qui, par le changement de l'écosystème, arrive à se proliférer beaucoup plus facilement chez nous. Et ça a déjà son impact. On a déjà vu les îlots de chaleur avant à Bruxelles. Si on regarde maintenant quel est l'âge ou l'attente de devenir l'âge à Bruxelles, on voit qu'il y a une différence. Apparemment, si on habite dans Uccle ou l'Évolué, on devient plus vieux à Bruxelles que si on habite à Anderlecht, Molenbeek ou Bruxelles. Ce sort de choses vont s'aggraver.
on va avoir plus, on va diminuer la qualité de vie et donc aussi la durée de vie dans les quartiers qui sont plus chauds, qui sont moins agréables à vivre. Donc, c'est une question de santé. Et surtout aussi, et ça c'est pour nous important, une question de santé au travail. Il y a des gens maintenant, donc on voit que dans mes derniers 20 ans, les morts de chaleur sur chantier, donc les gens qui meurent en travaillant, ont monté avec 40%. Et un étude là qui a fait de Nature Medicine, ou publié en Nature Medicine, qui disait qu'il voyait une augmentation des accidents au travail et des accidents mortels au travail quand il fait plus chaud. Qui est quelque part logique, on sait tous qu'on est un peu moins concentré quand il fait chaud. Mais quand il va commencer à faire caniculaire, pas 1 ou 2 semaines par année, mais 1 ou 2 mois par année, tout ça va avoir son impact sur les accidents au lieu de travail. Et pas tout le monde est impacté au même niveau. C'est quel type de travail qui sont le plus impactés quand il fait chaud? Bâtiment, le travail manuel, ceux qui sont à l'extérieur. C'est pas les CEO dans leur bureau climatisé qui sont plus impactés. C'est nos camarades qui travaillent à brûle propreté, qui doivent faire du travail lourd dans toute température et qui vont donc être impactés disproportionnellement par ça. C'est aussi une question de justice sociale. On est tous d'accord qu'on n'est pas tous égaux à le réchauffement climatique, ni à les impacts, mais aussi ni à comment on peut l'éviter, comment on peut changer. Pas tout le monde a les moyens de s'approprier un autre type de véhicule, pas tout le monde a les moyens d'isoler sa maison, pas tout le monde a moyen d'installer un ergo, pas tout le monde a la moyen de faire qu'est-ce qu'il doit pour avoir assuré une qualité de vie dans un écosystème qui change. Et c'est une question même aussi internationale de la justice sociale. On voit que les peuples primaires sont souvent les premières victimes de le changement climatique. Donc, c'est les Amérindiens, c'est les personnes indigènes qui vivent dans des terres encore assez préservées, qui maintenant souffrent de sécheresse, de l'augmentation de mer, des sociétés qui habitent sur des îles en Asie, qui voient toute leur moyen de vie disparaître. Je peux dire ici que sur Bangladesh, il y a 1,60 million de personnes, donc 160 millions de personnes qui vivent de poissons d'eau douce. Et si chaque climat, la température augmente, l'eau salée rentre dans leurs rivières où il y a de poissons d'eau douce, ils meurent tous. Ils vivent de riz. Il n'y aura pas de culture de riz. Alors tous ces gens-là, ils seront créés de la canne. Et ainsi que Bangladesh, tout entier presque, qui va partir. Sous l'eau, oui, c'est un pays qui est très impacté. Oui, on est d'accord. Mais donc, en fait, en combattre les changements climatiques, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire créer un meilleur monde. Un monde plus solidaire, un monde où on respecte quelque part les droits d'enfants, où les villes sont plus vertes et agréables à vivre. Donc, pour combattre le réchauffement climatique ou protéger l'écosystème, on doit améliorer juste le monde. Donc, c'est quelque part une bonne chose. Ça serait pire si ça serait l'inverse. Mais donc, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi c'est si difficile? Parce que ce pays est délicat. Chaque pays A des intérêts qui sont. Oui, mais c'est chaque pays où c'est. Oh bon, moi, j'aime bien dire que c'est surtout le néolibéralisme qui a un intérêt différent. Il y a de l'argent à gagner quand on détruit la terre. Et c'est un peu parce que, très crûment dit, on pourrait dire que le cœur de le néolibéralisme est l'inverse de ce qu'on a besoin pour protéger notre écosystème. Le néolibéralisme prend sens à l'infini. Donc, aller pour créer de la richesse jusqu'à la fin de la ciel, dérégulé, pas de limitation, pas de réglementation, tout qui pourrait faire obstacle à le profit, on va essayer de l'enlever. On va internaliser les profits. Donc, s'il y a les profits, c'est surtout les actionnaires qui vont les capter, on va les garder pour nous, et on va externaliser tous les coûts. Donc, s'il y a des coûts qui doivent être faits, on va essayer que c'est la société qui les paye.
S'il y a des personnes qui doivent être formées, on va essayer que c'est la société qui se paye. S'il y a un rue qui doit être construit, on va essayer que c'est la société qui se paye, qui le paye. Qu'est-ce que l'action climatique a besoin? Ben, c'est entièrement l'inverse. C'est limiter la croissance. Dire, oula, tranquille avec la croissance, faisons un peu à la rythme qu'on sait assumer avec notre planète et avec notre humanité. C'est réguler l'économie, dire non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il faut avoir une économie qui est durable, qui est respectueuse pour l'environnement. Externaliser les profits. Il faut taxer ces profits. Il faut le donner à la société. Et s'il y a une entreprise qui fait bien ou qui arrive à faire des bénéfices, il doit aussi participer à la société d'où il en bénéficie. Et internaliser les coûts. Donc ça veut dire que s'il y a des coûts qu'une entreprise doit faire pour produire ce qu'il produit, il doit surtout l'assumer eux-mêmes. Et pas essayer que la société... Et donc, ces deux paradigmes sont totalement opposés. Et pour ça, c'est si difficile de changer cette... c'est difficile de lutter pour le réchauffement climatique. Mais, syndicalement, on a quelque part une réponse quand même à ça. Et c'est la transition juste. C'est un concept qui est évoqué aussi dans un des COP, les grands messes pour le climatique. Et donc, où on dit transition, très bien, mais on veut transitionner en faisant un meilleur monde, pas juste transitionner vers un néolibéralisme ou un capitalisme vert. Ça sert à rien et c'est souvent une fausse bonne idée. C'est me pardonner, une fausse idée. Donc, nous, on veut une transition juste. C'est pas si difficile comme concept. Ça veut surtout dire qu'on doit protéger les travailleurs et leurs familles, protéger leurs moyens de vie, leurs moyens d'avoir un avenir, et basé sur quelque chose que nous, délégués, on sait très bien que ça fonctionne, c'est le dialogue social, c'est la concertation sociale. Donc nous, les travailleurs, on veut être inclus dans cette transition. On veut participer à la discussion sur cette transition et comment il faut transitionner vers un monde durable. Et on doit garantir, dans cette transition juste, on doit faire que nos emplois sont garantis, qu'on a des formations, que la sécurité de l'emploi est garantie dans cette transition. Et comment on fait ça à Bruxelles? Il y a quelques personnes dans la salle qui le connaissent. C'est Brise. C'est un peu qu'est-ce que moi je fais. Brise, c'est le réseau intersyndical pour la sensibilisation à l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaye de quelque part intégrer ce concept de transition juste chez des militants, des délégués, dans les entreprises bruxelloises. Que dans les lieux de concertation, où on est déjà, où on est très bien informé, on sait comment on peut peser, comment on peut avoir un rapport de force qui aboutit à quelque chose, que dans cet lieu-là, on arrive à intégrer aussi un peu la réflexion environnementale et en garantir les emplois de qualité, en garantir la formation, en garantir un moyen de vivre pour les travailleurs. Et comment on fait ça? Via des formations, via un forum, via des séminaires, via des groupes Kyoto, via les accompagnements et même des publications qu'on fait, tout autour de cette thématique. Mais donc, si entre vous, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça m'intéresse », n'hésitez pas à demander à votre permanent, votre secrétaire, de venir aux activités Brise. Tout ça s'organise à Bruxelles et on parlait concrètement comment vous, comme délégués, peuvent avancer sur la question environnementale dans votre emploi. Et il y a quelque chose d'autre qu'on fait très bien, c'est manifester. Et donc, je finis mon petite introduction sur cette demande, cette annonce-là. Le 5 octobre, le dimanche, il y a de nouveau le marche pour le climat annuel qui se fait. Les syndicats ou la FGTB mobilisent déjà toujours. Maintenant, c'est une manifestation beaucoup plus large que juste les syndicats. C'est très familial. Il y a beaucoup d'associations et des ONG qui s'y retrouvent. Mais donc, nous, la FGTB, vont être là aussi.